Salut, bienvenue dans Langue déliée. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. On est contente de vous retrouver. Et puis voilà, vous verrez, ce sera un peu l'incontournable de la saison, je pense. Ah oui, incontournable parce que justement, aujourd'hui, on va parler de santé sexuelle. Yes. Alors, pourquoi on parle de santé sexuelle ? Alors, effectivement, c'est pas forcément directement... Alors oui, il y a des liens, mais c'est pas forcément directement en lien avec la sexologie, en quelque sorte. Mais on peut pas parler de sexualité sans avoir la base, à savoir la santé sexuelle, avant même de parler d'autres choses en lien avec les sexualités. Exactement. Donc du coup, pour cette raison, on a vraiment cet épisode, comme dit Mathilde, incontournable. On se doit, c'est aussi notre devoir en tant que professionnel de vous informer de toutes les possibilités, de toutes les choses et de tout ce qui se passe dans le domaine de la santé sexuelle. Et puis se protéger au mieux et faire les choses au mieux de manière en tout cas informée. Exact, c'est ça le plus important, je pense. C'est ça. Ouais. Et on est là pour ça, du coup. Alors on commence directement avec la première question qui est donc qu'est-ce que les IST ? Alors, les IST, donc infections sexuellement transmissibles, avant on parlait de MST, c'est passé de maladie à infection justement parce qu'en fait on s'est rendu compte que les infections sexuellement transmissibles, dans la plupart des cas, il n'y a pas de symptômes. Et en fait, avec le terme maladie, ça plantait un peu l'idée qu'il y avait forcément des symptômes, ce qui n'est pas le cas. Alors du coup, maintenant on parle plutôt d'IST, donc d'infection, et il en existe plusieurs, donc un peu dans la liste. Il y a la chlamydia. La chlamydia, c'est vraiment celle qui est la plus répandue entre les 18 et 25 ans, hein, et puis qui est vraiment remontée dans les statistiques aussi en termes de transmission. Et puis, c'est pas forcément celle qu'on entend parler en premier. Donc là, c'était aussi important qu'on puisse la nommer, donc la chlamydia. Ensuite, il y a la gonorrhée, il y a l'herpès. L'herpès, on peut aussi avoir une herpès buccale, hein, mais aussi au niveau génital. Et puis ça, c'est un peu des petits boutons, des petites rougeurs ou alors des petites irritations comme ça qui peuvent survenir. Et puis, il y a les hépatites A, B et C, pour lesquelles qu'il y a un vaccin. Oui, pour lesquels il y a des vaccins. Et le papillomavirus, donc le papillomavirus ou HPV, ça aussi, il y a une vaccination qui peut être faite chez les jeunes. Souvent, c'est proposé même dans les écoles, hein, dans le cadre scolaire. Et sachez que si, pour des raisons familiales ou autres, vous n'avez pas été vacciné, c'est tout à fait possible de le faire encore gratuitement jusqu'à l'aube de ses 27 ans. Vous pouvez aller dans des centres de santé sexuelle et puis là, il y a des vaccinations gratuites qui sont possibles, si jamais. Et puis, il y a aussi la syphilis. Voilà, donc ça, c'est une liste des IST qu'on retrouve. Et puis, comme je disais tout à l'heure, dans le 80% des cas, il n'y a pas de symptômes. Il n'y a pas de symptômes, donc on ne voit pas, on ne voit pas de différence, donc on n'a pas l'impression qu'on a une IST. Et puis, c'est ça qui fait en sorte aussi que du coup, ça se transmet beaucoup plus facilement parce que si du coup, on ne va pas se faire dépister, même si on a pris un risque, et après, transmission, effet domino. Et puis, c'est comme ça que les IST se répandent, en fait. Exactement, il y a un peu ce truc de... Voilà, exact. On remarque rien. Ouais, exactement. Et du coup, pour les rapports à risque, hein, pour ces IST que j'ai cités, c'est vraiment tous les contacts. Tous les contacts, que ce soit des caresses, que ce soit des pratiques bucco-génitales, des pratiques bucco-génitales, donc de la bouche à un pénis ou de la bouche à une vulve. Et puis aussi, finalement, des contacts de muqueuse à muqueuse ou alors de main à muqueuse qui avaient touché aussi d'autres liquides avant. Donc finalement, c'est par la salive, le sperme et le sang que ça peut se transmettre dans différentes pratiques du coup de la sexualité. D'ailleurs, on dit toujours une main pour soi, une main pour l'autre, justement pour éviter de mélanger les fluides. Quoi. Et puis, ce qui est aussi important de savoir, c'est que quand on est actif ou active sexuellement, c'est tout à fait normal de contracter une IST à un moment donné. Le risque zéro n'existe pas. En plus, quand c'est du sexe oral, on ne se protège pas forcément tout le temps, on le sait, aussi que dans les faits. C'est pas, la protection, c'est pas à ce moment-là qu'elle est en tout cas primordiale dans la tête des gens, c'est plutôt au moment de la pénétration, alors que les IST se transmettent aussi par d'autres pratiques que la pénétration. Et donc, si une fois on a une IST, c'est tout à fait ok, il n'y a pas de stigma à avoir, on contracte tous et toutes une IST au moins dans sa vie.
Et c'est ok. Le but, c'est de pouvoir en être informé, de pouvoir prendre la médication qui est nécessaire. Voilà. Et puis d'éviter que ça se péjore. Parce qu'en fait, une IST, si on ne la traite pas selon laquelle c'est, ça peut aller jusqu'à des cancers de l'utérus, avec le papillomavirus, justement. Ça peut aussi aller avec après des troubles plus importants. Et puis c'est là que ça tombe plutôt dans de la sexologie. Voilà, du coup. c'est ça. C'est qu'en fait, c'est indirectement lié. C'est-à-dire que quand on pense à la santé sexuelle, on pense à vraiment directement les IST, le VIH. Alors que si on n'en prend pas soin, justement, d'où le fait d'être informé, si on n'en prend pas soin, ça se tourne, comme tu as dit, en cancer et autres. Et donc, ça vient impacter ta vie sexuelle. Et dans ce sens, ça a un lien avec la sexologie. Exactement. Voilà. Et du coup, dans la prévention, c'est vraiment, il y a le port du préservatif lors de pratiques pénétratives. Il y a aussi la digue dentaire. On en parle des fois, après on sait que c'est pas méga utilisé, mais voilà, que vous l'entendiez au moins une fois. Ça, c'est En plutôt... plus, c'est drôle, digue dentaire. Ouais. Non, mais tu te On dis... dirait que tu vas chez le dentiste, non? Non, c'est juste un truc plat. Oui, c'est comme un bout de cellophane. Voilà, exactement. Qu'on met sur la vulve, et puis ça évite qu'il y ait un contact directement de bouche à vulve. Donc voilà. Et puis, sinon, dans certains cas, il y a les vaccins, comme on disait. Et puis, évidemment, si à un moment donné, parce que 80% c'est asymptomatique, si à un moment donné, vous voyez que vous avez des écoulements, des démangeaisons, des rougeurs, des pertes aussi qui sont particulières et que vous n'avez pas d'habitude, des odeurs aussi. Les odeurs, elles peuvent hyper changer, même si on a des pertes tout au long du cycle, plutôt chez les personnes à vulve, il y a quand même des pertes qui peuvent être plus différentes ou une odeur qui est persistante. Et dans ces cas-là, toujours bien de pouvoir aller contrôler. Donc vous pouvez aller dans des centres de santé sexuelle, il y en a aussi qui vont chez leur gynéco. Après, juste le test chez les gynécos, c'est pas un test complet, que vous le sachiez. Donc dans les centres de santé sexuelle, c'est toujours mieux parce qu'ils font la liste complète des IST, puis c'est quand même à prix préférentiel. C'est ça, c'est que déjà il y a des prix préférentiels et puis en plus c'est vraiment basé et fixé sur ça. Donc du coup, pourquoi pas justement se tourner vers ces centres-là, je trouve en tout cas. Et puis les dépistages, ça peut se faire de plusieurs manières différentes. Ça peut être des frottis au niveau vaginal, anal ou buccal. Aussi des prises de sang. Mais ça, après, c'est la personne, le ou la professionnelle que vous rencontrez qui vous expliquera tout. Il n'y a pas besoin de se mettre nu dans les centres de santé sexuelle. Vous faites vous-même vos frottis, si jamais. Donc aussi, si ça peut être un frein, sachez-le. Du coup, il y a un délai, en fait, quand on a eu une pratique à risque, il y a un délai de 2 semaines. C'est le temps aussi que la bactérie ou le virus se développe et puis qu'il soit détectable. Donc, il y a juste ce petit délai-là. Donc, si on reprend, sans reprendre tout, donc attendre les 2 semaines s'il y a un rapport à risque, sauf s'il y a déjà des symptômes comme tu les as cités. Et dans le cas où il y a déjà des symptômes ou alors on a un doute, dépistage où tu as mentionné justement, centre de santé sexuelle, gynéco, médecin, autres. Laboratoire privé si vraiment aussi. Tout à fait. C'est aussi une option. Exactement. Et bref, d'aller là et puis ensuite faire le nécessaire et puis on est fixé avec un médicament. Donc ça peut être soit des antiviraux, soit des antibiotiques, mais ça c'est les gens qui vous diront. Exactement. Dépend ce que vous avez attrapé. Exactement. Et rappelle vraiment que c'est pas grave, ça fait aussi partie de la vie sexuelle. Et puis vraiment de pas hésiter à en informer la personne et puis s'il y a jugement de l'autre personne, admettons, aussi pas hésiter à dire que c'est aussi le risque justement. La sexualité a des comprend risques. Des risques. Voilà, exactement. Et justement, alors là, on va parler maintenant VIH et /SIDA. 2 choses bien différentes. Et pourquoi aussi on le met à part aux IST, bien que ce soit une IST, le VIH, c'est que le dépistage et la transmission est différente. Donc du coup, on va vraiment la mettre à part. Le VIH et SIDA, donc, à commencer par la différence entre les deux, c'est que le VIH, c'est justement le virus, tandis que le SIDA, c'est le stade maladie. C'est vraiment, on n'a plus le VIH, du coup, on est vraiment au stade de non-retour, si je peux dire ça comme ça. Pour le mode de transmission du VIH, on a 3 types de transmission. On a la transmission par seringue, déjà, qui n'est pas forcément en lien avec la sexualité. Donc, injection ou seringue.
Il y a la transmission donc de pénétration et uniquement pénétration. Là, vraiment, c'est important. Uniquement pénétration. Il n'y a pas de transmission par une fellation ou alors par du sexe en fait oral de manière générale. Ni par des baisers. Exactement. C'est vraiment une transmission anale ou vaginale. Et puis, la transmission, en fait, de la mère à enfant. Alors, en Suisse, ce n'est plus possible parce que, justement, du moment où on tombe enceinte, on fait des tests, une prise de sang. Et si VIH est détecté, alors, directement, la maman enceinte, elle va être sous traitement pour que le virus soit indétectable et donc ne puisse pas être transmis à l'enfant. Pour tout ce qui est prévention, le préservatif, toujours et encore là. Exactement. Vraiment, vieux comme la pierre, ça comme se dit. Le monde. Vieux comme la pierre. Il faut qu'on fasse un glossaire de nos expressions. Alors écoute, Nicieta, les expressions, je parle à la troisième personne. Moi aussi. Non, vraiment. Alors du coup, on a vraiment le préservatif vieux comme le monde. Ensuite, on a vraiment les traitements PrEP qui justement, ça va être avant le rapport à risque. Et c'est pour une population où les risques vont être plus élevés. Oui. C'est pas forcément pour tout le monde, malheureusement. Et justement, donc la PrEP, c'est un traitement qu'on peut prendre à long terme ou alors sur un mois. Enfin voilà, ça, il faut toujours évidemment rendre visite aux personnes compétentes pour avoir vraiment la totalité des informations. Évidemment, pas de partage de matériel d'injection, donc si on revient aux seringues par la transmission. Et ensuite, il y a la PEP. Donc la PEP, c'est vraiment après une situation à risque et surtout aussi uniquement dans des cas spécifiques. Par exemple, les travailleuses du sexe ou alors les personnes qui ont été violées. Donc pour ces personnes-là, eh bien, y a une solution d'urgence justement, donc la PEP qui est, je crois si je dis pas de bêtises par contre, maximum 72 heures. Après le rapport à risque. 48 à 72 heures. 48. Mais à revérifier, mais en tout cas entre 48 et 72 heures. Exactement. Pour le dépistage, on a aussi 2 types de dépistage. Il y a un test rapide qu'on peut acheter d'ailleurs, si je dis même pas de bêtises, aussi à Migros. Et en fait, c'est un test rapide qu'on pointe en fait sur le doigt. Et puis, on a les résultats 20 à 30 minutes après. Évidemment, si, admettons, le résultat est positif, il faut toujours aller justement après dans des centres compétents pour avoir une confirmation. Et puis sinon, il y a le test classique, donc une prise de sang. Et puis dans ce cas de figure, les résultats, vous connaissez, ça vient toujours un peu plus longtemps, quelques semaines. Et puis au moins là, par contre, ces confirmations, il y a rarement besoin d'en faire un deuxième avec un test classique. Combien de temps il faut attendre pour se faire dépister? C'est 6 à 3 mois. En général, on garde le 3 mois depuis le dernier rapport à risque parce que, il y a différentes générations de tests en fait. Mais la plus commune, la 4e génération d'ailleurs par ailleurs, la plus commune, il faut attendre 3 mois avant le dernier rapport à risque. Donc le dernier rapport, la personne avec qui on a eu. Si on a eu avec une autre personne 2 semaines après, eh bien évidemment, ça compte pas. Il faudra refaire un autre test 2 semaines après. S'il y a de nouveau eu un risque. Voilà, exactement. Pour les symptômes possibles, le VIH, il n'y a pas de symptômes, sauf quand il y a justement le point de non-retour, c'est-à-dire que quand ça se transforme en maladie, ça prend 7 à 10 ans pour que le virus il se transforme en maladie. Et puis là, on ne meurt pas du sida, on meurt vraiment du fait que notre système immunitaire est complètement affaibli. Et donc, du coup, on peut mourir d'une fièvre, d'une simple fièvre, ou de choses, disons, très banales. Parce que notre corps ne supporte plus, en fait, le moindre choc. Et donc, il y a aussi une perte de poids qui se suit d'une fièvre ou autre. Les traitements, donc il y a un seul traitement qui s'appelle la trithérapie. La trithérapie, parce qu'en référence qu'avant il y avait 3 médicaments, mais aujourd'hui il n'y en a plus qu'un. Et puis donc c'est un médicament comme une pilule, c'est-à-dire qu'on la prend à vie, si on le souhaite, et on le prend tous les jours en fait. C'est ça quand je dis comme une pilule, c'est qu'on le prend tous les jours.
Le but, en fait, de cette trithérapie, c'est qu'il y ait justement la charge virale qui soit indétectable. Donc, si on prend un peu la courbe, donc là, on a vraiment le virus qui monte, en fait, qui est vraiment, du coup, transmissible. Puis après, avec la trithérapie, ça commence à descendre, à descendre, à descendre. Ça aussi, toujours de manière suivie avec les professionnels de la santé, qui en lien avec le traitement. Et donc, du coup, le traitement, il commence à baisser. Le virus, commence à baisser. Et puis, à ce moment-là, c'est possible d'avoir, donc à partir du moment où le professionnel de la santé dit oui, feu vert, on pourrait avoir des relations non protégées et ne pas transmettre justement le virus. Il est vraiment indétectable. Et intransmissible quand il est à bateau, du coup, dans Exactement, le sang. Ouais. Voilà. Et puis, pour juste avant de... De toute façon, c'est un épisode qui est consacré à ça, mais... Ce qui est aussi important et puis qui en fait est une ressource pour vous, c'est qu'il y a le site lovelife.ch qui existe. Et puis si vous avez eu des praticaristes et puis que vous vous posez la question si vous devez aller vous faire dépister ou pas, vous pouvez aller sur ce site, remplir les pratiques que vous avez eues, protégées, non protégées. En plus, ça se fait de manière anonyme, c'est derrière votre ordi, vous ne devez pas aller rencontrer quelqu'un. Des fois, c'est un peu le poids de ça, du jugement, la peur du jugement. Et du coup, vous pouvez simplement remplir ça, le questionnaire, et à la fin, on vous dit si ce serait bien d'aller faire un dépistage ou pas, puis où vous pourriez aller en faire un, et puis sur quel risque. Ça, c'est aussi, ça vous permet de savoir un peu, de vous donner en fait des points de référence. Et puis, aussi, autre point qui est super important, c'est qu'on dit de manière générale qu'au bout de 5 partenaires, peu importe si on s'est protégé ou pas, même si on s'est protégé tout le temps, il faudrait quand même aller se faire dépister pour être sûr que tout joue, quoi. Ouais. Donc ça, c'est aussi un peu la norme qui est posée en termes de santé sexuelle pour être sûr que tout va bien. Voilà, mais en tout cas vraiment important. Ça, c'est une note très importante. Et puis, là, on a fait un peu le tour des IST et VIH, mais on souhaitait aussi pouvoir parler justement de la vaginose et des mycoses. Et on trouve que c'est aussi très important de pouvoir traiter ça ici. Voilà, parce que c'est quand même hyper commun, Bien sûr. Et donc du coup on les oublie un petit peu, surtout la vaginose, je trouve, on les oublie un petit peu, alors que c'est pas forcément sexuellement transmissible, mais c'est commun et ça vient déranger justement la génitalité. Et ça fait partie de la santé sexuelle, même si c'est pas transmissible sexuellement, parce qu'on a quand même une sexualité individuelle. Et donc, du coup, la vaginose et la mycose, donc, c'est vraiment un déséquilibre de la flore intime qu'on peut justement parfois attraper soit avec des vêtements très serrés. C'est aussi possible à cause parfois d'une hygiène, mais quand je dis hygiène, c'est par exemple, il suffit de ne pas laver ses sous-vêtements, de les laver à température basse, par exemple, et bien, ça n'enlève pas les bactéries qu'il y a sur les sous-vêtements. Et donc, du coup, ça peut tout simplement réapparaître, les bactéries peuvent se révéler. Donc quand je parle d'hygiène, vraiment c'est dans un spectre très large. Et je voudrais juste rajouter, parce que des fois on n'en parle pas, mais l'alimentation, ça peut aussi vachement avoir, si on mange très acide aussi, ça peut aussi avoir un effet. Et aussi les prises de contraception, ça peut modifier aussi, même si c'est pas que local, parce que des fois il y a des contraceptions locales, même si c'est global, ça peut quand même avoir des effets aussi. Donc sachez que on n'est pas forcément responsable de quand il y a des déséquilibres. Sachez-le. C'est ça, c'est vraiment un spectre large, c'est-à-dire qu'hygiène, ça ne veut pas dire t'es pas propre. Non, alors on sort de ces jugements-là. Et c'est vraiment donc remettre le mot déséquilibre de la flore intime. Donc pour la prévention, évidemment, Mathilde, je crois qu'on avait parlé à un des épisodes, c'est vraiment d'éviter déjà les douches vaginales. Ça, c'est très, très mauvais pour l'équilibre, justement. Utiliser soit uniquement de l'eau pour laver ou alors un savon ou un shampoing à pH neutre. Et donc aussi, automatiquement, laver ses sous-vêtements à minimum 60 degrés parce que c'est la chaleur suffisante pour vraiment éliminer toutes les bactéries. Et par ailleurs, en termes de transmission
comment on peut avoir une vaginose ou une mycose, parfois aussi c'est juste les frottements d'un préservatif, hein, qu'on soit allergique ou non. Parfois c'est vraiment les frottements qui vont venir vraiment déranger un petit peu le vagin. Ouais, puis en fait c'est des zones qui sont très sensibles et fragiles. C'est vraiment des muqueuses, hein, comme à l'intérieur du nez, à l'intérieur des paupières. Voilà, c'est ça. Et ces muqueuses là, elles sont super sensibles aux différents changements, au frottement aussi, à si on utilise même certains lubrifiants où en fait il y a des super mauvaises réactions, ça peut aussi poser un déséquilibre après, hein. Et du coup aussi d'être, si ça vous brûle, ou enfin tu diras après d'ailleurs, mais s'il y a des réactions, prenez-les en compte, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est important. Ouais. C'est ça, démangeaisons, il y a quoi d'autre? Brûlures, irritations, odeurs aussi du coup. Enfin voilà, quand on voit aussi un peu la texture et les couleurs des pertes, alors parfois c'est juste tout simplement un déséquilibre en termes aliments, hein. Mais voilà, si vous voyez qu'il y a plus que ça, encore une fois, allez vers les autorités compétentes pour faire un test. Et là, donc il y a souvent des antifongiques pour les mycoses, tout ce qui est antibio pour les vaginoses, et puis ensuite souvent pour justement rééquilibrer la flore intime, eh bien on prend des probiotiques. Et aussi pour normaliser ça chez les personnes à vulve, souvent aussi, il y a plusieurs personnes qui sont venues me parler de ça. Et justement, le fait que les tissus des sous-vêtements, ils peuvent des fois se décolorer parce que en fait, on a un milieu de la flore intime qui est trop acide. Et en fait, ça décolore les tissus, peu importe coton, le mieux c'est quand même le coton plutôt que des tissus synthétiques, hein, ça transpire plus et tout ça, mais enfin voilà. Normalement, la partie qui est en contact avec votre vulve est quand même en coton. Et du coup, c'est tout à fait normal et ça peut arriver. Mais c'est peut-être qu'il y a un déséquilibre et qu'il faudrait prendre un probiotique qui équilibre l'acidité en fait, de votre flore, si jamais. Puis c'est toujours bon les probiotiques, même pour tout ce qui est d'ailleurs pour un peu la flore intestinale ou autre. C'est toujours bon, ça vient justement dès qu'on sent qu'on n'est pas du tout équilibré, qu'on n'est pas dans son état, ça vient un peu remettre de l'ordre. Ouais, exactement. Et puis voilà, c'est tout à fait normal et ça fait partie aussi de la vie des personnes à vulve. Exactement. Et c'est pas honteux, sachez-le. Et du coup, un autre point, c'est les risques de grossesse non désirée. Et du coup, il y a plusieurs étapes par rapport à ce sujet, mais du coup, forcément, une des étapes, c'est la contraception. La contraception, elle peut être hormonale ou non hormonale. Souvent, elle est quand même prescrite par un médecin ou un gynécologue ou une gynécologue. Et puis du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui appartient à la personne, au couple ou à la relation. C'est des discussions qui sont importantes à avoir. C'est aussi une décision qui reste individuelle parce que la plupart des contraceptions sont encore à viser pour les personnes à vulve, hein. Il y a quelques essais cliniques qui sont en cours pour justement une contraception thermique chez les personnes à pénis, mais voilà, c'est encore en cours et c'est pas... Ça se développe de plus en plus. Commercialisé, mais voilà. Certaines personnes l'utilisent, mais vraiment, c'est très suivi, effectivement. Sous étude, Voilà, et c'est encore sous étude, exactement. Mais par rapport aux contraceptions, comme je disais, il y a des hormonales et des non-hormonales, donc il y en a plusieurs qui existent, notamment dans les hormonales, il y a les pilules, les pilules progestatives ou pilules en continu aussi. Ça, c'est vraiment... Il peut y avoir des effets indésirables, c'est vraiment à discuter. Et des fois, il faut trouver la bonne pilule aussi pour soi, parce qu'il y a plein de marques différentes et il y a des effets qui peuvent varier. Donc vraiment, le but, c'est de se dire, si c'est une contraception qui ne nous convient pas, on reste pas bloqué là-dedans. On peut trouver une autre contraception qui fonctionne mieux pour soi. Donc il y a les pilules, il y a le stérilet hormonal, il y a l'anneau, le patch, l'implant. Qu'est-ce que j'oublie encore? Le diaphragme. Oui, effectivement. On a dit préservatif interne, externe. Alors ça, c'est sans hormones, du coup. Oui, voilà, pardon. Donc non hormonal, on a préservatif interne et externe. Donc interne, on les trouve plus maintenant en pharmacie, il faut les commander sur Internet. Mais c'est des préservatifs un peu plus grands dans lesquels il y a un anneau. Et puis c'est un anneau qui permet d'être coincé au fond du vagin. Puis du coup, c'est un préservatif qui est mis en place dans le corps directement des personnes à vulve. Et du coup, des fois, ça évite d'avoir le moment de pression de dérouler le préservatif sur un pénis. Des fois, il peut y avoir des problèmes d'érection à ce moment-là. Donc ça donne une autre option. Oui, exactement. Et puis, non hormonal, il y a aussi le stérilet en cuivre. Je crois que c'est tout. Et je crois que c'est tout. Mais oui. Ouais.
Et du coup, voilà, il y a une variété assez grande, disons. Après, c'est propre à chacun. Il y a aussi la méthode des températures et des glaires cervicales. Oui, la symptothermie, elle est même sous-estimée, je trouve. Mais ça demande de bien connaître son corps, de garder aussi quelque chose d'assez régulier dans la notation et le suivi. Mais c'est tout à fait OK. Et du coup, voilà, il faut trouver la bonne contraception. Mais ça, c'est tous des moyens que vous pouvez utiliser justement pour éviter les risques de grossesse si c'est quelque chose qui n'est pas désiré à ce moment-là. Je me permets de rappeler, j'ai l'impression d'être en cours, je me permets de rappeler que le préservatif protège des IST, VIH et des grossesses, mais que toutes les autres contraceptions ne protègent pas des IST du VIH. Merci Mathilde pour ce paragraphe-là qui était important et qui est important parce qu'en fait on vient d'une histoire où justement il y a une les années 90 avec toute l'explosion en fait des VIH notamment et puis c'est drôle parce que moi je parle souvent avec des personnes qui ont environ la cinquantaine puis ils me disent mais aujourd'hui les jeunes ils mettent plus de préservatifs, nous c'était d'office. Et j'étais là effectivement aujourd'hui vu que aussi il y a eu tellement d'avancées sur plein de choses, sur les traitements, sur ci, sur ça, on oublie qu'en fait, contraception n'est pas égale à protection contre une IST. Et donc, du coup, parfois, justement, il faut les deux. C'est-à-dire une contraception, donc non préservatif, et quelque chose, un préservatif, ou alors, justement, faire un dépistage, ne pas laisser ça complètement dans l'oubli. Ouais, Exact. Et aussi de rappeler que même avec préservatif, le risque zéro n'existe pas quand même. Mais voilà, c'est quand même plus sûr et vous évitez quand même... vous avez moins de risques en tout cas ni d'avoir un risque de grossesse, ni d'avoir un risque pour des IST. Et d'ailleurs, je me permets juste encore de faire une note parce qu'en fait, justement aussi, le VIH est en hausse dans les relations hétérosexuelles et en basse, c'est-à-dire que ça a justement régressé pour les relations homosexuelles. Mais pour dire, en fait, souvent, les personnes hétérosexuelles se disent « Ah, non, le VIH, ça va être plutôt pour des populations à risque, c'est-à-dire les travailleuses du sexe et les personnes homosexuelles. » Les HSH, souvent on appelle ça aussi, hommes qui ont du sexe avec des hommes. Voilà, mais non, ça a bien changé parce que justement, ces personnes, elles sont conscientes que c'est plus à risque et donc font en conséquence. Puis t'as de l'autre côté où c'est plus en baisse, dans le sens un peu en relâche, mais du coup, les transmissions, elles sont clairement en hausse. Ouais, c'est pour ça aussi, je pense que toute l'efficacité... Enfin, je pense que c'était aussi important de faire ce podcast-là et cet épisode parce que statistiquement, on voit aussi que finalement, les gens sont moins informés, moins sensibilisés aussi au fait que c'est tout à fait possible de contracter et de transmettre toujours des IST. Donc, pour revenir à la grossesse, il y avait aussi... à partir du moment où, ma foi, la contraception n'a pas fonctionné ou alors la capote a craqué, ça peut aussi arriver qu'on fasse tout juste, mais ma foi, ça marche pas toujours, il y a ce qu'on appelle la pilule d'urgence. Voilà. La pilule d'urgence, aussi connue à un moment donné sous la pilule du lendemain, c'est devenu pilule d'urgence parce que le message le plus important à retenir, c'est que le plus vite on la prend, le mieux c'est. Voilà. Parce qu'en fait, la pilule d'urgence, elle empêche la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovules. Ouais. Ça empêche. S'il y a déjà eu rencontre, la pilule d'urgence ne va avoir aucun effet, il y aura grossesse. Voilà. Sachez-le. Donc, c'est pas une interruption de grossesse, c'est l'empêchement de la rencontre, en fait. Voilà. Et puis, ces pilules d'urgence, vous pouvez les trouver en pharmacie. Les prix varient quand même assez fort selon les pharmacies. Ouais. Ça va de 30 à 70 francs, on dit en général. En centre de santé sexuelle centre de santé sexuelle, c'est quand même moins cher. C'est des prix qui sont plus abordables pour les jeunes aussi. Il y a même une possibilité de discuter et de l'avoir gratuitement si vraiment. Ils sont aussi un peu plus cool dans le fait que, par exemple, si c'est la personne qui a un risque d'être enceinte qui n'est pas là, on peut quand même donner au conjoint ou au partenaire, disons, si la personne qui a un risque d'être enceinte est au téléphone. Donc, alors que dans les pharmacies, c'est la personne qui prend la pilule, qui a un risque d'être enceinte, qui doit prendre la pilule devant le pharmacien ou la pharmacienne. C'est plus rigide. Puis après, je trouve aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui témoignent d'une mauvaise expérience dans les pharmacies. Du jugement. Voilà, exactement. Alors, et du coup, pas dans les centres de santé sexuelle. Donc, du coup, pourquoi pas aussi pour ça. Le seul hic,
c'est que c'est fermé le week-end. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, ce sera du lundi au vendredi, de 8h du matin jusqu'à 17h. Enfin, je sais pas les horaires, mais... Oui, non, mais c'est probablement ça. Pour dire. Alors qu'il y a des pharmacies d'urgence qui sont là même le dimanche, quoi, si jamais. À savoir que, est-ce que c'est dangereux pour la santé, la pilule d'urgence? C'est une question, Non. Parce que... Attendez, pas de polémique entre nous. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Parce que finalement, prendre une pilule d'urgence, ça fait un pic d'hormones dans le corps. Ouais. C'est ça que ça va faire comme effet pour empêcher cette rencontre, justement. La grossesse, ça fait un pic d'hormones dans le corps qui est, j'ai pas les chiffres, mais qui se situe ici en haut, alors que la pilule d'urgence se situe ici. Donc, c'est pas dangereux pour le corps de prendre une pilule d'urgence. Par contre, c'est pas une contraception et c'est pas une protection en soi. C'est-à-dire que s'il y a eu un risque de grossesse, il y a aussi eu un risque pour les IST, le VIH. Et du coup, ça veut dire qu'on doit aussi aller se faire dépister et aussi s'intéresser à ce côté-là. Et puis, économiquement, c'est pas avantageux. Donc, prenez plutôt une contraception si vous avez pris régulièrement des pilules d'urgence, ce qui est pas grave, mais économiquement, vous n'êtes pas gagnant, je pense. Donc voilà, une contraception, c'est quand même mieux. C'est ça. Donc voilà, c'était juste ça par rapport à la pilule d'urgence. Donc ce n'est pas dangereux. Et enfin, avant de passer au dernier point, par rapport aux contraceptions et aux pilules d'urgence, mais même aux préservatifs, la charge économique et mentale, elle peut tout à fait être partagée. Ouais. Parce que même si c'est une contraception dite féminine, la personne, le partenaire, si c'est dans une relation hétérosexuelle, peut tout à fait payer la moitié ou alors au moins dire je mets moi le réveil pour ta pilule sur mon téléphone parce que comme ça je suis quand même impliquée dans la charge mentale du fait de prendre une contraception ou je t'accompagne au rendez-vous des gynécos, voilà. C'est tout à fait ok de partager ça et que ce soit pas que à la personne à vulve de porter et tout l'aspect économique et tout l'aspect des responsabilités finalement. Puis même la pilule d'urgence, même si c'est à une relation d'un coup d'un soir, sentez-vous légitime vraiment de dire non mais tu viens avec moi et tu viens me payer, ça va ou quoi? Ah oui, parce que finalement ça arrange tout le monde. Si le but n'était pas d'avoir un enfant à ce moment-là, voilà, ça arrange tout le monde. Bien sûr, c'est soit tu payes maintenant, soit tu payes après. Les allocs. Si au cas où il y a soit de le garder, évidemment. Ouais. Donc voilà. Nous, on est toujours synchro sur ça. Et enfin, dernier point, l'interruption de grossesse, donc l'IG. Avant, on entendait IVG pour interruption volontaire de grossesse. Simplement, le volontaire, ça amenait aussi un aspect de jugement, un aspect de stigmatisation un petit peu de la décision de l'arrêt de grossesse. Parce que des fois, c'est des personnes qui n'ont pas le choix, économiquement, culturellement, dans les milieux familiaux, peu importe. Et puis, surtout dans le cas de personnes qui ont subi un viol, non, c'est pas une volonté que de forcément mettre fin à la grossesse. Par contre, il y a pas 1000 autres options parce que c'est horrible et puis que je suis pas capable et puis que voilà. Exactement. Et du coup, volontaire, pas tout à fait. Voilà. Donc maintenant, on parle de IG, interruption de grossesse. En Suisse, il y a une loi sur l'interruption de grossesse qui dit qu'on peut interrompre jusqu'à 12 semaines. 12 semaines important depuis le premier jour des dernières règles. Voilà. Donc en fait, j'ai eu mes règles en février. J'attends le mois suivant pour voir si j'ai mes règles. Boum, j'ai pas mes règles. Déjà un mois qui est passé. J'attends peut-être encore 1 ou 2 semaines, voir le temps qu'elles arrivent. Ça fait 5-6e semaine. Ouais. Et du coup, on est déjà à 6 semaines sur 12. Et puis, ça va quand même assez vite. C'est ça que je veux dire. Et puis, mais c'est tout à fait ok. Important de savoir aussi qu'il y a 2 manières de procéder à des interruptions de grossesse. Il y a une manière plutôt médicamenteuse, ça se fait surtout dans les premières semaines, c'est-à-dire de 1 à 6-9 semaines, où là c'est une prise de médicaments et puis ensuite finalement c'est un saignement assez important mais ça permet aux cellules d'être évacuées. Ça se fait en milieu médicalisé, il y a un suivi, c'est très important aussi que la personne soit encadrée.
Et puis la deuxième manière de faire, c'est instrumental, plutôt mécanique, où là c'est vraiment un frottis, mais finalement un curetage. Un curetage où on va venir gratter les cellules, c'est l'embryon, hein, on parle encore pas de bébé, c'est un fœtus, un embryon. Et là on vient vraiment, même un embryon, on vient gratter les cellules et puis en fait on les sort à ce moment-là. Et ça de nouveau en milieu médicalisé évidemment. Ouais. Et puis c'est aussi important d'avoir un suivi, de pouvoir aussi avoir un suivi psy si c'est nécessaire. Oui, suivi psy, faut pas négliger ça aussi. Ouais. Exactement. Souvent il est négligé dans ce point-là. Ouais. Et puis de se rappeler que c'est un droit qu'on a en tant que personne à vulve et que c'est ok d'y avoir recours. Et des fois c'est dur parce qu'on peut entendre encore que dans les milieux hospitaliers il y a quand même encore des jugements, mais voilà, ça fait partie de vos droits. Sachez-le. Et puis, j'aimerais quand même rajouter juste quelque chose qui est important et qu'on ne le dit pas assez souvent. Mais voilà, là, on donne toutes les infos. Là. Et justement, ce qui est aussi important de savoir, par exemple, pour tout ce qui est interruption de grossesse par voie médicamenteuse, c'est que ça se passe sur 2 jours. Hein. On a un jour où on prend un médicament, comme tu as dit, pour arrêter la croissance. Ça s'appelle le médicament Cytotec, au cas où. Et ensuite, 2 jours après, à aller justement dans un hôpital. Et puis c'est là où il y a, comme tu as dit, où on se vide en fait complètement de son sang. Donc là, il y a du coup l'embryon qui va être un peu enfoui, qui va partir. Donc, et ensuite, comme tu as dit, le suivi pour regarder si tout est parti, s'il n'y a pas un peu de placenta qui est resté ou pas. Parce que justement, s'il y a un petit peu de placenta qui reste, ça fait qu'il y a possibilité d'être stérile après, justement. Donc voilà, il y a ce suivi qui est important et il y a vraiment la voie médicamenteuse, c'est pas en un jour, c'est en 2 jours et je trouve que c'est important de le dire parce que l'interruption de grossesse par chirurgie, du coup ça fait que c'est une après-midi en règle générale. Voilà. Ouais, très bien d'avoir spécifié aussi pour mieux connaître qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Et la loi en Suisse dit aussi que la décision finale revient à la personne qui est enceinte. Si jamais, c'est que cette personne qui prend la décision parce que finalement c'est son corps à elle ou à... Je dis elle, mais on s'entend. Et c'est son corps et le but c'est vraiment de pouvoir choisir et d'avoir la décision finale. Donc pour les partenaires, sachez que ça peut être une discussion, mais c'est pas aux partenaires que revient la décision finale. Et du coup, moi je dis souvent aux personnes à pénis, le seul moment décisionnel que vous avez, c'est le port du préservatif. Ouais. Après, là, c'est plus à vous que revient la décision. Juste information. Mais vivez quand même. Oui. Hein. Mais c'est super. Non, mais oui, c'est pas pour faire peur. C'est juste aussi, peut-être, si vous êtes là, flemme de courir jusqu'au Selecta, parce que là, j'ai plus de capote et tout, rappelez-vous que... c'est peut-être flemme après. Hein. Ouais, c'est peut-être plus flemme après. Mais que, au moins, vous avez les infos et vous faites comme vous le souhaitez, mais juste soyez safe, quoi. C'est l'essentiel, au final. Exactement. Justement, la prochaine question, c'est justement comment bien pratiquer le safer sex. On dit safer sex justement parce que, comme on a dit, le risque zéro n'existe pas dans rien dans la vie, mais pas non plus dans la sexualité du coup. Et puis de bien suivre ce qu'on a dit par rapport à la prévention et au fait de connaître son corps et d'écouter, de regarder un peu les signaux qui se passent. Ça, c'est une manière de bien pratiquer le safer sex. Et puis il y a des protections qui existent, utilisez-les. Renseignez-vous aussi parce que aussi par rapport à la taille des préservatifs, il y a mysize.ch où vous pouvez voir les tailles de capote qui vous correspondent. Ça, c'est aussi important. Si c'est trop petit, ça craque. Si c'est trop grand, ça tient pas. Et puis voilà, d'être éclairé, d'être informé, c'est de toute façon la base du fait de pouvoir prendre des décisions pour soi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc être éclairé, partager la charge mentale, voilà, faire de son mieux. Vraiment de son mieux. Et si on a un doute, il y a vraiment pas mal de ressources quand même. Hein. Vraiment pas mal de ressources aujourd'hui, je trouve. Ouais. Il suffit d'écrire sur le Google. Mais si jamais, en description aussi du podcast, on va vous mettre les ressources de notamment lovelife.ch, mysize, voilà. On va ramener un peu... vous pouvez retrouver ça en description si jamais. Et donc, le dernier point, quand vous voulez discuter, c'est justement l'avant-dernier point. Ouais. Comment, justement, la santé sexuelle, elle joue un rôle dans le bien-être.
Et puis, justement, ça joue vraiment un rôle dans le bien-être parce que c'est quand même de l'épanouissement. Hein. Ouais. Si on voit aussi des personnes qui viennent en consultation, des fois, il peut y avoir des déséquilibres ou des baisses de désir ou comme ça. Et du coup, ça crée quand même finalement un peu un souci, le fait de plus vivre aussi de manière fluide sa sexualité. Et ça peut arriver, ça peut faire partie de certaines périodes de vie, hein, ou aussi, et puis ça veut pas dire que ce sera pour toujours comme ça, c'est un peu fluctuant. Mais du coup, oui, la sexualité et la santé mentale, c'est vraiment deux aspects qui sont intimement liés. Et je pense aussi que l'importance de l'estime de soi, de la confiance en soi, en fait partie parce que c'est aussi ces deux caractéristiques, ces deux principes qui nous permettent aussi de poser nos limites, de se faire respecter, de dire ça me plaît, ça me plaît pas, et aussi de pouvoir avoir vraiment un ancrage dans sa sexualité, une certaine confiance à dire ce qu'on apprécie ou pas, et puis à construire une sexualité qui est du coup vécue de manière positive. Parce qu'on ose affirmer ses préférences, et puis c'est complètement ok parce que chaque corps est différent, et du coup la sexualité évolue avec les partenaires avec qui on la vit, ou alors en solo aussi de toute façon. C'est vraiment important, cette sexualité positive. En fait, il y a les risques, oui, mais il faut vraiment avoir une approche. C'est important, cette approche, d'avoir une sexualité positive, quoi. Et d'aller avec son mouvement, avec son temps, avec ses changements. Et voilà. Ça rejoint ce que tu dis. C'est aussi d'être capable et d'être un petit peu curieux et curieuse d'en apprendre sur son corps, en fait. Ouais. Parce que le corps évolue, les envies évoluent. Ça, on le dit dans, je pense, bientôt chaque épisode. Hein. Mais c'est aussi important, du coup, de prendre le temps, parfois, de se dire, là, je sais pas, ces derniers temps, je sens qu'il y a un changement en moi, ou qu'il y a des trucs, ça me stimule moins, ou bien que ce qu'on faisait avant, ça marche plus. Ouais. C'est ok. Mais alors, prenez aussi le temps de se dire, ok, alors je redécouvre, je me laisse du temps de redécouvrir certaines choses, de me poser des questions de qu'est-ce qui me fait alors vibrer maintenant, qu'est-ce qui me fait du bien, pourquoi, à la limite si vous n'êtes pas prêt à vous poser la question du pourquoi, c'est en tout cas comment on peut améliorer ça. Et ça demande de se questionner, et puis de prendre du temps pour soi aussi, pour se reconnecter, parce qu'on est aussi dans une société, je trouve, où le corps est de moins en moins présent d'une certaine manière, et du coup de prendre le temps vraiment dans votre intimité et vous reconnecter à vos sensations, à vos ressentis, c'est quelque chose de hyper important, puis ça vient travailler après sur la santé mentale aussi de toute façon. Après, nous on n'est pas là à vous dire il faut, on est vraiment là en tout cas à vous encourager, comme tu as dit à chaque épisode on le parle, on en parle, on est vraiment là en tout cas à vous encourager, et puis évidemment à essayer de chercher à travers des consultations ou autres, comment y parvenir, parce que parfois c'est justement on n'a jamais été été dans l'apprentissage de se connaître toujours mieux et de se poser des limites, donc on ne sait pas par où commencer, donc voilà, c'est aussi exactement un moyen, quoi. Et vraiment écoutez votre corps, peu importe, là on parlait aussi avec les IST de certaines odeurs, de certaines démangeaisons, rougeurs et tout, écoutez votre corps, il vous parle, quoi, vraiment, c'est des réactions physiologiques qui sont là pour vous dire des choses, donc apprendre à être en lien, en connexion avec notre corps, ça nous permet aussi après si on a envie de découvrir, si on a envie de peut-être aller voir d'autres choses, d'être complètement dans la capacité de se dire ça c'était agréable et ça c'était pas désagréable, et pas rester dans un peu une neutralité de je sais pas trop quoi en penser, quoi. Et du coup, ça amène au dernier point, c'est vraiment de savoir communiquer de ça de manière saine et positive avec ses partenaires. Et puis comme je disais avant, affirmer vos besoins, il n'y a rien de plus sexy. Si c'est ce qu'il faut aussi, et puis c'est complètement légitime, et chacun a le droit à ressentir du plaisir, et chacun a le droit de vivre une sexualité épanouissante, et comme j'ai dit, ça peut varier, il y a des périodes où ce sera moins épanouissant, c'est pas grave, ça veut pas dire que ce sera pour toujours comme ça, mais si vous avez envie que ça change, sachez que vous avez le droit. Complètement d'accord sur ça. Et du coup, ça nous amène à notre dernier point de cet épisode, qui est que, en fait, savez-vous finalement, entre vous et nous, savez-vous qu'il existe des droits sexuels en Suisse? Et nous avons même un prospectus. Merci l'association de santé sexuelle suisse pour ces jolis fascicules. Ouais, très bien fait.
Alors effectivement, là, c'est important. Donc, on peut vraiment, au cas où, juste pour ces fascicules, on peut vraiment les avoir un peu dans les centres de santé sexuelle, en ligne, justement, sur l'Assemblée, ou alors... Sur leur compte Insta. Exactement, hein, oui, si jamais sur aussi. le compte Insta, effectivement, j'avais oublié ça. En digital, du coup. Ouais. Mais voilà, on peut le retrouver très facilement. Et puis même, pas forcément 2, mais juste sur Internet, chercher. Mais celui-ci est super parce que justement, on a vraiment 10 droits. Et ces 10 droits sexuels en Suisse sont primordial à les connaître. On va peut-être en citer quoi ? On en cite peut-être juste un ou bien... Comme tu veux. Ouais, peut-être pas les 10, hein, je sais pas. Bon, vous pouvez prendre le temps de le lire, mais en tout cas, un qui est en tout cas intéressant, c'est le droit à l'intégrité justement physique. Protection de ton corps, le droit de choisir une contraception, le droit en fait à une réparation pour les personnes qui sont victimes d'une infraction, donc la vie qui est dans chaque canton. Il y a vraiment plusieurs droits qui d'ailleurs dans le fascicule ils vont droit par droit, et ensuite il y a même des QR codes qui vont en fait ramener de manière plus spécifique pour avoir plus d'informations. Donc voilà, pour dire que c'est très complet. Et voilà, c'est important en tout cas de savoir qu'est-ce qu'on peut, si justement on se retrouve, quand on parlait de pilule d'urgence dans une pharmacie, si c'est arrivé qu'il y a eu des témoignages où on te refuse justement de donner, non. C'est ton droit, tu as le droit, voilà, typiquement. Et parfois, quand on ne sait pas, on est vite un peu pris sur le choc, et puis après, puis on se fait petit, voilà, aussi, exactement. Ouais. On se fait petit parce qu'intimidation, parce que autre, alors que là, c'est le moment de revendiquer, quoi. Si en tout cas, on le sent. Mais pour revenir sur le premier que tu as cité, le droit à l'intégrité physique, je trouve aussi que ça soulève toute la question des relations qui peuvent devenir violentes. Ouais. Sachez aussi que du coup, c'est dans la loi. Et mis à part ça, il y a aussi Violence Que Faire, le site qui permet de juger si dans votre relation, il y a déjà des comportements, parce que c'est des violences, on pense direct au coup. La violence, elle peut être psychologique, ça peut être du contrôle, ça peut être demander de s'habiller différemment par son partenaire, ça peut être contrôler les téléphones. Il y a tout plein de choses, il y a aussi de la violence économique, il y a aussi de la violence symbolique, il y a plein de violences différentes, et vraiment si là ce que je suis en train de dire ça vous met un peu la puce à l'oreille, vraiment allez consulter violencequefaire.ch. Ça vous permet de remplir aussi un questionnaire et puis de savoir si c'est ok. Il y a le respectomètre aussi qui est là toujours sur ce site. Rediriger, Si jamais vous avez besoin d'aide, et ça aussi ça fait partie des droits, et notamment aussi le fait d'avoir une éducation sexuelle à l'école, ça fait partie du droit, des droits sexuels en Suisse. C'est vrai que moi je vais vous partager une petite expérience personnelle, mais voilà, moi je viens d'un milieu où la sexualité n'a pas du tout sa place, en tout cas surtout quand j'étais petite, évidemment qu'avec le temps, et aujourd'hui je suis sexologue donc ça a fait sa place. Voilà, ça a bien fait sa place, mais c'est vrai que quand j'étais petite, mes parents ne souhaitaient pas que je participe aux cours d'éducation sexuelle. Today sexologue, j'avoue. Et donc du coup, voilà, c'est vrai que je sais pas comment ont changé les paramètres, parce que là on parle quand même il y a plus de 20 ans. Mais peut-être que les paramètres ont changé, mais pour dire que les parents peuvent choisir, évidemment on va avoir l'autorité sur les enfants à ce moment-là et dire non. Je trouve que c'est pas trop grave si, admettons, quand on est tout petit on n'a pas forcément d'éducation sexuelle. Quand je dis c'est pas trop grave, c'est-à-dire que si tes parents ne veulent pas, tu peux toi pas avec les ressources externes, faire à ta manière en fait. Et c'est juste que du coup c'est peut-être tu vas devoir aller chercher toi-même et faire le nécessaire toi-même, c'est différent, c'est juste pour dire que c'est différent, mais que ça veut pas dire que si tes parents ne le souhaitent pas, que toi tu dois complètement t'inscrire là-dedans quoi. Mais voilà, aujourd'hui pour dire c'est quand même un droit, et c'est important d'en parler, je trouve, on est bien d'accord, mais la réalité fait que c'est pas forcément comme ça dans toutes les familles. Ouais. Et puis maintenant, parce que moi je travaille aussi en santé sexuelle dans les écoles, et vu que c'est un droit inscrit au niveau fédéral maintenant, les parents normalement n'ont pas le droit de sortir leurs enfants, il y a une obligation. Ouais. Après il y a toujours des gens absents et des gens malades à ce moment-là, mais idéalement ça fait quand même partie des droits des enfants d'avoir de l'éducation à la santé sexuelle.
Évidemment, vous imaginez bien qu'il y a des jeunes, on va pas aller raconter des pratiques sexuelles. Donc voilà, mais ça aussi vous pouvez retrouver sur le site Santé Sexuelle Suisse, et il y a tout un point éducation où par rapport au développement de l'enfant, il y a les thèmes qu'on peut aborder selon les âges et tout ça, si ça vous intéresse. Mais d'ailleurs, je pense que ce sera peut-être un épisode, parce que c'est très important. Oui, le nombre de parents qui viennent me demander qu'est-ce que je peux faire à 4 ans, qu'est-ce que je peux discuter à 4 ans, à 6 ans. Voilà, ça commence très très jeune, très très jeune, où on commence à découvrir justement son corps. Enfin bref, on va pas se déborder là. Mais voilà, pour cet épisode sur la santé sexuelle, en fait, de finalement dire que la sexualité positive, c'est aussi une sexualité qui est globale. Bien sûr, il y a les risques d'infection, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qu'on a traitées aujourd'hui, et puis c'est de pouvoir voir ça sous tous ces angles finalement. Mais en tout cas, j'espère que ça a pu vous aider, vous rediriger. Vous informer. Exactement. Ouais. Comme on a dit en description, on retrouve déjà le repérage pour un peu se situer pour là où ça nous concerne, si on le souhaite. Et en plus, avec les ressources, pour toujours plus d'informations. On vous fait des gros becs et on vous dit à la prochaine. Ciao.